donc 3 pour l'instant et 4 à venir. Et donc, du coup, ça m'amène à poser la question à Myriam Idrissi, donc de l'Adréal, de nous dire un petit mot, de nous dire un mot de ceux et ces plans nationaux et régionaux. Et peut-être en préambule, présenter rapidement l'Adréal et son lien justement avec la santé, qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, Myriam, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Myriam Idrissi, je travaille au siège de l'Adréal à Orléans, de la région Centre-Val de Loire, et je suis en charge des thématiques air et santé et PRSE. Donc, pour présenter brièvement les missions de l'Adréal, en fait, donc l'Adréal, ça veut dire Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et donc, c'est un service de l'État qui est placé sous l'autorité du préfet de région et pour certaines missions sous les préfets des départements. Et elle met en œuvre, du coup, les politiques publiques du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Donc, on intervient dans le domaine de l'eau, de l'air, de la biodiversité, de la prévention et de la prévision et de la prévention des risques, de l'énergie, de l'aménagement. On intervient également dans le domaine de l'urbanisme, de la construction, de la mobilité, des transports et de leur infrastructure, et également au niveau du logement. Et on anime et on pilote également la politique de l'État dans les domaines de l'eau et de la prévention du risque inondation dans le bassin Loire-Bretagne. Donc, c'est assez large comme domaine. Et donc, on agit au niveau du réseau en région, on agit en partenariat avec différents services de l'État et différents opérateurs de l'État, les collectivités locales, les associations et des différents acteurs socio-économiques. Donc, en fait, on agit quand même beaucoup sur des facteurs environnementaux, je l'ai dit, donc, avec, par exemple, avec la qualité de l'air. Dans mon département, par exemple, on travaille sur la prévention des impacts sur les milieux naturels et sur la santé des populations liés au fonctionnement des sites industriels. Il y a également des services qui travaillent dans le domaine de la protection de l'eau et de la biodiversité. Donc, par rapport à la protection de l'eau, c'est essentiellement lié à la protection des captages et la qualité des cours d'eau. Il y a également d'autres services qui travaillent sur, donc je l'ai dit, sur la qualité de l'air avec la préparation de documents liés à la protection de l'air. Donc, typiquement, là, il y a les plans de protection de l'atmosphère d'Orléans et de Tours. Donc, ce sont différents exemples de missions qu'exerce l'Adréal. Et donc, à travers ces missions, c'est vraiment des missions qui s'inscrivent en santé-environnement, c'est-à-dire que c'est des facteurs, on agit sur des facteurs environnementaux qui sont des déterminants de santé. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Christine par rapport à Oui, ça. et puis Après, je pense que le lien du coup avec le santé-environnement est plus clair aussi pour tout le monde suite à toutes les interventions précédentes qui facilitent aussi la d'accord. compréhension. Voilà. Et donc, du Et coup, votre lien encore plus marqué et plus direct donc via les plans voilà, et donc régionaux. effectivement, j'anime avec l'Agence régionale de santé et le conseil régional le plan régional santé-environnement. Donc, actuellement, c'est le plan régional santé-environnement 3, qui est une déclinaison du PNSE 3. Et donc, il arrive à terme en 2021. Donc, l'année prochaine, on commencera à travailler sur le plan régional santé-environnement 4. Donc, ça sera sur la base d'un diagnostic régional santé-environnement qui va être mis à jour l'année prochaine. Et on attend également les instructions des ministères de l'Environnement et de la Santé pour la déclinaison du plan national santé-environnement numéro 4. Donc, comme l'a dit M. Habert ce matin, le PNSE 4 est en consultation publique actuellement jusqu'au 9 décembre.
Donc, vous êtes tous invités à contribuer à ce plan. Et donc, il devrait être publié en début 2021 et il y aura une instruction pour aider les agences régionales de santé et les DREAL pour décliner ce plan en PRSE. Est-ce que vous pouvez peut-être juste dire un mot du succinct, hein, parce que ça va aller très vite là, mais des grandes thématiques en fait qui sont abordées en région, des thématiques prioritaires en fait sur le territoire, qui sont dans le PNSE 3, dans le PRSE 3, pardon. Oui, alors au niveau de la région, il y a 4 grandes thématiques qu'on retrouve dans le plan régional santé-environnement. Il y a la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'air extérieur, l'eau et les substances émergentes et la santé-environnement dans les territoires. Donc à travers ces 4 axes, il y a différents types d'actions qui sont portées par des services de l'État, mais aussi par des associations. Je peux vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, sur la qualité de l'air intérieur, on a mené une campagne pour connaître l'appropriation de l'étiquetage des matériaux de construction auprès des distributeurs et des artisans. Donc, et pour mener ensuite un plan de communication, de sensibilisation. Donc, l'action est pratiquement terminée, par exemple. Dans le groupe, on va dire le groupe de travail santé environnement dans les territoires, il y a l'appel à projet santé environnement qui a pour but d'accompagner différentes associations ou même des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de programmes d'actions innovantes en santé environnement. Il y a plusieurs types d'actions qui sont... Voilà, je sais pas. Oui, peut-être que du coup, il y aura des questions en fin de table ronde qui reviendront, qui vous questionneront peut-être sur des thématiques en particulier en fonction des intérêts des uns et des autres. Ok, sur quel il est public, bien sûr, ce PNSE, ce PRSE. Est-ce que vous pouvez juste dire où le trouver Oui, alors pour y accéder? Le plan régional santé-environnement est disponible sur le site internet de la DREAL. Vous pouvez, il est accessible sur le site internet de la DREAL. Donc, Okay. tout le monde peut le consulter. Oui. Ok. Bah, écoutez, merci. On reviendra sur certains éléments un petit peu plus tard. Vous avez évoqué la question de la qualité de l'air. Et du coup, j'aimerais passer la main à Muriel Gendron, donc, de la Mutualité, qui travaille sur bien des sujets, mais notamment sur la qualité de l'air. Et donc, Muriel, est-ce que vous pouvez dire un mot de la spécificité de votre métier à la Mutualité et puis, voilà, évoquer un petit peu ce que vous faites et les différentes parties prenantes avec lesquelles vous travaillez sur le sujet de l'air, entre autres. Merci, bonjour à tous. Effectivement, je suis conseillère en environnement intérieur au sein de la Mutualité française Centre-Val de Loire. Maintenant, on est même 2 CEI. Alors, il y aura un peu d'acronymes par moment, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Peut-être juste dire un tout petit mot de la formation. Enfin, c'est vraiment un métier encadré avec une formation bien spécifique. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce métier-là, donc juste un petit mot. Oui, je vais... En fait, nous sommes c'est un métier de terrain. On est diplômé, un diplôme interuniversitaire en santé et habitat à la fac de médecine de Strasbourg. Donc, c'est un DIU, diplôme interuniversitaire. Et ce métier de terrain, en fait, il consiste à aller au domicile de personnes, tout âge, hein, bébé, enfant, adulte, ayant des symptômes ou apparition de symptômes ou des pathologies respiratoires ou allergiques, des exacerbations. Donc, ça peut être des rhinites, conjonctivites, asthme. On a beaucoup affaire à des asthmes sévères hein, dans nos demandes. Des BPCO, c'est bronchite chronique ou encore mucoviscidose, pneumopathie d'hypersensibilité, donc vraiment un large panel, afin de réaliser donc un audit de l'environnement intérieur, donc en particulier du logement.
Alors, les visites CEI sont financées par l'Agence régionale de la santé Centre-Val de Loire, l'ARS, la Mutualité française Centre-Val de Loire. Donc, ça n'a pas de coût pour les personnes qui sont visitées. Donc, ce dispositif, il est opérationnel sur toute la région centre. Alors, pour obtenir cette visite, en fait, il faut passer par une prescription médicale, donc un médecin, alors généraliste, ophtalmologue, allergologue, pédiatre, ORL. On a pas mal de pneumo-allergos qui connaissent un peu plus le métier de CMEI, CEI. Donc, via un formulaire qui existe, qui circule bien en région. D'ailleurs, on peut le retrouver sur votre plateforme de cet événement, donc dans ressources, support de diffusion, avec un flyer qui explique justement comment on peut bénéficier d'une visite CEI, comment c'est pris en charge, etc. Il y a également aussi une vidéo dans vos vidéos en ligne sur la plateforme qui fait un bilan à 150 visites sur la région Centre-Val de Loire. Et ça résume ce que je vais présenter. Donc, lors d'une visite, en gros, qu'est-ce qui se passe? On va échanger avec la personne pour connaître davantage ses habitudes au sein du logement. On réalise des mesures, éventuellement des prélèvements biologiques, chimiques, s'il y a nécessité, en général, souvent, afin de donc comprendre comment fonctionne le bâtiment et éventuellement les problématiques dans le bâtiment. Alors, quel est le but de ces visites? C'est de réduire les polluants et les allergènes dans le logement, éliminer les sources, que les personnes acquièrent de bonnes pratiques pour avoir une meilleure qualité de l'air intérieur, apporter des conseils adaptés, et surtout en lien avec la pathologie, en tenant compte aussi des choix de vie des personnes et du budget de la famille. Donc, c'est pour ça que les conseils, on essaie de les adapter au mieux et ils sont suivis à plus de 75%. Les recommandations qu'on donne à l'issue de la visite sont relativement bien suivies pour ces raisons. Le but aussi, c'est de stabiliser la pathologie, réduire des symptômes, mettre en lien avec des structures, comme vous le disiez, des structures de santé ou de bâtiments, de logement, les points info-énergie dans les départements, les CAUE, les espaces du souffle avec des kinérés. CAUE, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est le CAUE. Conseiller, c'est le conseil en architecture et urbanisme et environnement dans les départements, il y en a dans chaque département. Et les espaces du souffle, avec des kinés respiratoires, on peut renvoyer vers des allergologues aussi quand il y a besoin d'un suivi bilan allergologique, etc. Mais aussi des services rattachés à une mairie, les services d'hygiène et de santé ou l'ARS. Les visites, ça permet aussi parfois de reloger des personnes, des familles, s'il y a des insalubrités. D'informer sur les sources dans le domaine, notamment avec les organismes comme l'IGER, l'ADEME, le RNSA, la PPA, des associations comme Asthme et Allergie. Il y a beaucoup de choses qui découlent de la visite en termes de conseils. Le but vraiment global, c'est que les personnes vivent mieux dans leur logement, dans certains cas, certaines soient dans de meilleures conditions. On a vraiment des fois des grosses problématiques dans les logements. Donc ça, c'est un paramètre important pour notre santé, le logement, comme on l'a pu le voir ce matin dans le premier webinaire, et notamment l'approche PNSE-ARS. Surtout en période de confinement, si je peux me permettre, je ne sais pas si les visites ont augmenté et voilà ce que vous observez suite à ces semaines et ces mois encore plus en intérieur que d'habitude. Oui, il y a plus. Les demandes ont continué, parce que justement, on a communiqué en disant voilà, les visites peuvent se poursuivre. Donc, les médecins ont continué à prescrire. Et il y a eu des pathologies qui ont été déstabilisées ou des apparitions de symptômes
liées au confinement, parce que les gens étaient plus effectivement dans leur logement et pas forcément avec des bonnes pratiques. Combien de familles vous accompagnez sur une année, par exemple? Enfin, déjà, ça fait combien de temps que vous faites ça, que ça existe, et combien de logements, Alors, du coup, vous visitez ça fait, moi, je suis CMEI, CEI diplômée depuis 2014. Par année, en fait, on a 80 visites qui sont financées par l'Agence régionale de la santé. Et ça, alors 80 visites, ça touche bien plus de personnes. Hein. Ça va toucher 150, 160 personnes parce qu'on visite toute une famille qui, parfois, il y a plusieurs membres dans la famille qui a des symptômes ou des pathologies. Donc, plus de 150 personnes par an. Et donc, concrètement, vous faites des relevés, des prélèvements d'air, des analyses. Quel type de mesures vous faites, en fait, dans le logement Oui, alors les mesures, ça va être dans toutes les visites, en fait, on va mesurer température, l'humidité, le confinement. Confinement, c'est un appareil qui va mesurer le CO2, hein, le dioxyde de carbone dans l'air. Et ça, ça nous donne pas mal d'indications, hein, si le logement est humide. En général, on a affaire à certains types de polluants, hein, comme les moisissures, les acariens qui font bon ménage avec les moisissures, mais aussi des choses chimiques, hein, qui sont libérées quand un lieu est humide ou trop chauffé. Et aussi, si on a affaire à un confinement, en général, derrière, on va retrouver une accumulation de polluants biologiques ou chimiques dans l'air et les poussières. Donc ça, c'est des indications importantes. Ça, c'est la base. Et après, en fonction, parce qu'on fait une pré-enquête avant de venir, on va mettre en place des prélèvements biologiques, donc soit de l'air pour capter une contamination fongique, des poussières par rapport aux acariens, chimiques comme le formaldéhyde ou d'autres composés organiques volatiles. Donc c'est assez large en fonction des symptômes, de la pathologie et notre enquête, notre pré-enquête. Qu'est-ce qui se passe dans le logement. D'accord. Ok, merci pour cette présentation. Alors bon, c'est toujours un peu frustrant de devoir couper la parole et d'enchaîner. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, on pourrait faire toute une intervention, rien que, enfin voilà, toute une table, 1 heure ou 1 heure et demie rien que sur le sujet. Mais bon, voilà, je suis obligée de jongler avec le temps, d'être aussi la gardienne du temps. On reviendra tout à l'heure sur la notion de frein et de levier. Hein. Je vous re-questionnerai un tout petit peu plus tard. Donc, on voit que voilà, dans cette mission la mission que vous venez de présenter, beaucoup d'acteurs sont impliqués in fine. Il y a un autre exemple qui m'a interpellée quand on a discuté, c'est donc quand on a discuté avec Anne Ruffet sur différents projets et qu'on a parlé du rallye des écoquartiers, enfin rallye écoquartier, où pareil, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont impliqués. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Alors, vous présentez pareil brièvement, présenter le parc régional naturel de la Brenne dans ses grandes missions, et puis faire un petit focus sur ce rallye et nous dire un peu pourquoi, avec qui et comment. Donc bonjour à tous, Anne Ruffet. Donc je suis animatrice du contrat local de santé sur le parc de la Brenne. Le parc naturel régional, en fait, c'est un acteur de territoire, une collectivité qui fonctionne sur la base d'une mission d'animation territoriale et participative qui vise à sensibiliser, à éduquer et également à promouvoir et valoriser et développer le territoire. C'est un acteur qui est très engagé, tout public, sur des missions assez diverses, comme en l'occurrence sur le parc de la Brenne, des missions de paysage, bocage, architecture, patrimoine, urbanisme. Énergie, environnement, biodiversité, espèces exotiques envahissantes, santé, donc depuis 2014.
Et puis également en parallèle, culture, éducation. Voilà. Donc on voit bien que c'est vraiment un acteur de la transversalité sur le territoire et qui porte ce rôle d'éducation et de sensibilisation pour emmener les habitants et les usagers avec lui dans une réflexion sur toutes ces thématiques. Sur le projet du rallye écoquartier, c'est un très bon exemple effectivement de la transversalité et de l'action multipartenariale. C'est un projet qui est organisé tous les ans depuis 2015 et qui concerne les élèves des classes de 6e des collèges du territoire en adéquation avec leur programme scolaire. Il vise à sensibiliser, c'est son objectif principal, de sensibiliser le public scolaire aux enjeux de santé dans les projets d'aménagement, mais aussi d'illustrer les initiatives rurales et locales d'écoquartiers, puisqu'il a lieu donc sur un écoquartier qui est implanté sur le territoire, sur la commune de Luret. Et donc, chaque classe est accueillie sur une demi-journée sur le lieu même de l'écoquartier, qui est donc labellisé par le ministère du Logement. La classe est divisée en plusieurs groupes, 4 à 5 groupes pour fonctionner en petits groupes. Et chaque groupe est invité à jouer le jeu d'une famille qui souhaite s'installer à Luret, qui est accueillie par le maire et qui leur propose de s'installer dans l'écoquartier du Grand Clos. Et à travers 5 ateliers, les familles sont invitées à imaginer en fait leur propre programme, à dessiner leur propre programme de construction, en abordant des notions très variées telles que la préservation de la biodiversité, l'intégration paysagère, la consommation d'espace, la conception de la maison et les principes de construction bioclimatique, la gestion des déchets, la consommation d'énergie, les écomatériaux, l'environnement sonore également, et bien évidemment de façon transversale les multiples impacts sur la santé. Donc, par exemple, l'activité physique à travers l'accessibilité à pied, les liaisons piétonnes vers le centre-bourg, qui sont favorisées ou non par les aménagements, la cohésion sociale, la convivialité par la création d'espaces publics agréables qui favorisent les rencontres et les rapports sociaux, la réduction de la place de l'automobile qui favorise un environnement sonore plus serein et une meilleure qualité de l'air, le bien-être dans la maison par le biais du programme architectural, l'organisation des pièces, l'orientation sur la partielle, la luminosité également dans le logement, la qualité de l'air intérieur qui est liée à l'utilisation des matériaux biosourcés adaptés aux variations climatiques du bâti, humidité, chaleur, froid, etc., qui ont bien évidemment un impact sur le vécu et l'intérieur, l'aspect sain du logement. Et donc, ces ateliers sont animés par 4 animateurs du parc de la Brenne sur les pôles, donc un architecte, un urbaniste, un animateur plan climat-énergie, et donc moi-même pour l'animation de la santé. Et puis un animateur du CPIE Brenne-Berry, avec qui l'animation a été conçue, donc qui sont là aussi à l'initiative de ce programme aux côtés du parc naturel régional de la Brenne. Et elle se conclut avec l'intervention du maire de la commune qui explique aux enfants la volonté municipale d'accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie préservé avec la possibilité de mettre en œuvre des projets d'éco-habitat. Et donc, les élèves sont vraiment acteurs, en fait. Ils investissent le quartier et son environnement proche. Ils sont invités à construire leur programme avec l'aide d'un outil qui s'appelle la boîte à bâtir, qui est un outil vraiment de manipulation, de jeu de rôle, d'expérience, pour vraiment favoriser, en fait, la mise en action des participants, leur prise d'initiative, l'autonomie, la recherche, la construction collective. Donc, c'est vraiment un outil très participatif. Voilà, et ce projet, là aussi, a mobilisé donc à la fois des partenaires techniques pour l'organisation, tels que l'espace Info-Énergie, la commune de Luret, le CPIE, mais aussi des partenaires financiers, donc l'ARS, l'Adréal, sur la conception du projet, qui ont soutenu donc la conception, et puis ensuite annuellement la région, dans le cadre du contrat parc, qui soutient le déploiement de cette action pour mobiliser les collèges. Voilà, et puis la conception a été inspirée d'un livret
d'un autre parc naturel régional qui lui aussi s'est engagé dans des actions qui est le parc des Causses du Quercy. Voilà. Merci pour ce très bel exemple de mise en lien d'acteurs et de lien entre les sujets, et voilà, en rentrant par le prisme de l'habitat et du quartier, en fait, comment raccrocher toutes les thématiques et beaucoup de déterminants de santé. C'est vraiment très intéressant comme exemple sur ce plan-là. On va revenir pareil après sur les freins et les leviers pour faire travailler tous ces gens-là ensemble. Je voudrais maintenant passer la parole au CNDPNE, voilà, et à Alphée Dufour pour nous parler d'une initiative et d'une action autour du gaspillage alimentaire et voir comment, voilà, en tant que structure plutôt axée sur l'environnement au départ et en partant du gaspillage alimentaire qui semble au départ très environnemental, vous arrivez à raccrocher des thématiques santé et comment du coup, voilà, vous avez une approche santé et environnement autour de ça. Oui, bonjour. Moi, je suis éducatrice à l'environnement au comité départemental de protection de la nature et de l'environnement, situé dans le Loir-et-Cher. Et donc oui, en effet, nous, on est une association de protection de la nature et de l'environnement, et on a une partie sensibilisation, éducation à l'environnement. Et donc, notre action à laquelle vous faites référence, c'était l'accompagnement de collèges à réduire, à lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà, donc on a, depuis l'année 2015, on a accompagné 10 collèges dans le Loir-et-Cher à diminuer leur gaspillage alimentaire. Et donc pour ça, on est soutenu par le conseil départemental qui gère les collèges. Et donc oui, le lien vraiment avec la santé, c'est le fait notamment que si on peut réduire la quantité de déchets alimentaires, on va faire des gains financiers et ces gains pourront être remis dans une alimentation de qualité. Par exemple, en s'approvisionnant chez des producteurs locaux et bio. Voilà. Et puis, le fait de parler de gaspillage alimentaire, c'est une porte d'entrée pour parler d'alimentation durable. Et donc, dans l'alimentation durable, il y a un lien avec la santé, puisque c'est prendre soin de l'homme et de l'humain. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, ça répond tout à fait à la question. Voilà, comment, en partant d'une thématique qui ne semble a priori avoir pas grand lien, en tout cas directement avec la santé, comment, d'un point de vue pédagogique, vous raccrochez les questions alimentaires et cette question d'alimentation durable, en effet. Et du coup, ça implique beaucoup d'acteurs différents aussi, ce travail autour de l'alimentation, du gaspillage alimentaire et l'alimentation durable. Alors, c'est vrai que dans le projet avec les collèges, là, on travaille avec différents collèges. L'objectif aussi, c'est de mettre en lien tous les chefs cuisiniers des collèges et pas uniquement de ceux qui sont accompagnés. Voilà, donc il y a vraiment eu une prise en compte de cette thématique au niveau de l'ensemble du département. Et puis, au niveau des autres acteurs, en fait, c'est qu'au CDPNE, on a étendu cette démarche au-delà des collèges et on intervient pour sensibiliser à l'alimentation durable maintenant d'autres publics. Ce travail nous a permis d'aller au-delà et par exemple, on a eu tout un projet d'atelier de sensibilisation
avec le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale du Blésois. On a proposé aux bénéficiaires de ce centre social des ateliers sur cette thématique. Et fort de cette expérience, je vais parler un petit peu de l'avenir. On s'est inscrit dans l'appel à projet de la région dont parlait tout à l'heure Myriam Idrissi, pour continuer vraiment ce travail en santé environnementale et continuer à sensibiliser la population, donc soit par le grand public, mais aussi au niveau de professionnels, par exemple de la petite enfance, sur des thématiques santé environnementale. Le gaspillage alimentaire est une voie d'entrée, mais on intervient aussi sur la qualité de l'air intérieur, extérieur, d'autres thématiques comme le jardinage au naturel, où on voit bien le lien avec l'environnement. C'est peut-être un peu plus facile de voir ce lien-là. Voilà, et donc on va pouvoir proposer aux maisons de quartier de Blois des ateliers toujours pratiques et ludiques, je dirais, pour former et pour sensibiliser à toutes ces thématiques, notamment les perturbateurs endocriniens qui sont aussi une thématique émergente et dont la région, sur lequel la région travaille aussi de manière spécifique, en effet. Merci pour ce témoignage. Je voudrais maintenant questionner Monsieur Bocquet et donc l'entreprise Rosobren. On a tenu à ce qu'il y ait une entreprise autour de la table pour montrer qu'une entreprise peut être promotrice de santé et de santé environnementale quelque part, puisque Rosobren, Monsieur Bocquet va vous décrire très brièvement le cœur de l'activité de l'entreprise en quelques mots et le lien que vous faites avec certains sujets de la santé environnementale. Bonjour tout le monde, donc Antoine Bocquet, donc je m'occupe du site technique de la société Rosobren et de tout le commerce en fait. Notre principale activité est de broyer les végétaux et surtout nous sommes spécialisés dans le roseau. C'est-à-dire que nous avons un outil qui est capable de maîtriser plusieurs types de produits après le broyage du roseau. Et notre mission, en fin de compte, en parallèle de cette activité de broyage, c'est de répercuter l'utilisation de ce qu'on appelle des coproduits. Donc, c'est chaque stade de notre broyage qui amène le roseau à une transformation avec plusieurs granulométries, plusieurs tailles de grains de farine. Donc, on va à un stade très, très fin jusqu'au stade de micron. Et donc, on utilise chacun de ces coproduits dans différents univers. Et donc, nous sommes totalement insérés dans le biosourcé. Voilà, donc notre outil est capable de broyer beaucoup d'autres végétaux et de minéraux, mais nous sommes des spécialistes du roseau. Et donc, du coup, pardon. Oui, donc quand on a échangé, vous m'avez parlé de qualité d'air intérieur. Voilà, de qualité d'air. Donc, du coup, un des coproduits qu'on développe, effectivement, c'est l'enduit d'intérieur, puisque le roseau mélangé à de l'argile ou de la terre apporte une qualité d'air intérieur très bonne dans le sens où le roseau est extrêmement résistant aux agressions climatiques comme au temps, grâce à sa teneur en silice, pardon. Et donc, en fait, cette conception du roseau fait que pour l'humidité, pour les résistances aussi à la chaleur, c'est un produit qui est très bon pour la qualité de l'air. Il n'y a pas de composés organiques volatiles dû à ce mélange 100% naturel, en fin de compte. Donc voilà, ça c'est la cible de l'enduit par rapport à cette qualité d'air. L'utilisation de ces produits aujourd'hui représente une très faible partie des consommations usuelles, puisque dans le commerce, on développe tout ce qui est pétrosourcé en fin de compte, et même au niveau de
de la décoration intérieure. Et donc, toute l'arrivée des biosourcés développés par les architectes, développés par en fin de compte, par chacune des institutions que vous représentez tous aujourd'hui, que ce soit la mutualité, que ce soit même le métier d'Anne Ruffet, que ce soit l'Adréal à travers tous les projets développés, chacun des intervenants présents, en fin de compte, vont mettre en avant l'utilisation de ces produits de plus en plus pour répondre à des critères de santé extrêmement positifs. On a vu que, aussi en discutant que une des caractéristiques du matériau final en fait, que vous proposez, ça contribue à alléger en fait, un certain nombre de produits qui intègrent votre matière première plutôt qu'une autre, et que du coup, en termes de transport et de pollution et d'émissions de CO2, de manière indirecte, ça a un impact aussi positif. Automatiquement, ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est très très large, mais le fait d'ajouter une charge, donc nous on appelle ça une charge végétale, dans la fabrication d'un matériau, automatiquement a une incidence en fin de compte sur ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, l'ACV, et qui permet de définir effectivement la qualité d'attention apportée à l'environnement lors de la production. Parce qu'il faut être conscient que quand on produit, quoi qu'il en soit, il y a toujours c'est logique, il y a toujours un dégagement de CO2, mais qu'on peut le minimiser en consommant des produits déjà de manière locale, régionale, et ces produits-là, en fin de compte, participent à tout ça. Après, l'allègement contribue aussi à du coup moins consommer des produits plus dangereux, pour l'environnement, comme peuvent être le pétrole. À certains moments, on s'insère dans le biosourcing, dans le pétrole, on crée des produits, voilà. Et comment, en termes de positionnement et d'impact sur le prix, en fait, Au niveau des tarifs, aujourd'hui, ouais. on répond en fin de compte à des critères du commerce. Dans le sens où, à partir du moment où peu de gens consomment, automatiquement, vous aurez une incidence parce que ça nous coûte très cher de produire, en fin de compte, ce genre de produit. Donc, pour des faibles surfaces, ce sera toujours intéressant. Mais pour remplir des caractéristiques de décoration à l'intérieur d'un bâtiment, vous allez utiliser des produits qui coûtent en termes de transformation parce qu'il n'y a pas assez de volume demandé, en fin de compte. Donc, pour pouvoir en vivre aujourd'hui, nous, on est obligé, donc on commercialise beaucoup de choses. Mais les lois de l'offre et la demande répondent aussi, j'oserais dire malheureusement, et plutôt heureusement en ce moment, puisque dans la diversité qu'on vit avec la Covid, et puis ce genre d'action que vous avez tous les uns et les autres, on arrive à fléchir un petit peu, en fin de compte, l'orientation et à augmenter la demande et donc à diminuer au fur et à mesure le coût. Aujourd'hui, voilà, c'est pour répondre en termes de prix. Effectivement, parfois, on va être un peu plus cher, mais la santé a-t-elle un Peut-être prix? aussi, oui, et puis peut-être rappeler aussi l'âge de votre entreprise, Bien sûr. la Bien sûr, durée de recherche préalable et depuis combien de temps vous commercialisez ça? c'est quasiment 10 années de recherche pour exploiter des connaissances qui sont assez vieilles, en fin de compte, mais aujourd'hui, on est dans un système où on est obligé de démontrer les choses. Donc, c'est 10 années de recherche et c'est pour l'instant quasiment 2 ans d'existence de l'entreprise, avec seulement un développement commercial qui est décidé aujourd'hui pour les années à venir, malgré la Covid. Donc, voilà, tout ça, ça a un coût. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des perspectives de label? Pardon, excusez-moi, je vous ai Bien coupé la sûr, parole. Mais... bien sûr. Alors, on est en train, alors effectivement, quand j'entendais parler Myriam tout à l'heure, je crois, au niveau de l'Adréal, de certains labels, ou même la région, avec les labels, mince, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. On n'est pas encore assez inséré pour avoir la connaissance de tout ça, mais les labels de production régionalisés, les labels de production même départementaux, effectivement, donc tout ça, c'est en train de sortir, en fait, si vous voulez. La COP régionale, voilà, tout est en train de se structurer. Il y a ce concept de COP régionale qui existe, qui découle directement de la COP 21, 22 et j'en passe. Et en fin de compte, tout ça est en train de s'installer. Voilà, la Covid crée un peu d'instabilité décisionnelle, mais c'est en train de s'installer.
effectivement. Ah oui, bien sûr, pour tous. Ok, merci beaucoup. Je voudrais juste garder quand même un tout petit peu de temps pour revenir sur cette question de... Alors là, je m'adresse à vous tous et réponds qui souhaitent prendre la parole. Donc sur les difficultés que vous rencontrez à travailler, voilà, parce que faire travailler des équipes pluridisciplinaires, créer du lien, c'est pas forcément chose facile, puisque, comme une intervenante précédente elle le disait, on est quand même structuré pour travailler en silo depuis des années et des années. Donc, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières sur ce travail en transversalité et comment vous levez ces freins-là? Est-ce que vous avez peut-être un exemple? Alors, je ne sais pas qui veut éventuellement prendre la parole et répondre à ça. Oui, Anne Ruffet. OK. Oui, pour ce qui est de la transversalité et de la pluridisciplinarité, je pense qu'effectivement, l'action que je vous présentais là sur le rallye écoquartier, c'est une action qui s'insérait dans un projet beaucoup plus global. Et derrière, en complément de cette action-là à visée scolaire, on avait une action effectivement qui était menée sur la sensibilisation des habitants, des élus, des professionnels de santé, professionnels du bâtiment. Et donc, c'est cette action-là, en fait, qu'on a pu mener, donc notamment avec Rose Aubren, et qui nous a permis d'animer toute une journée de sensibilisation sur la rénovation du patrimoine bâti avec les matériaux biosourcés et l'importance d'accorder une attention justement aux matériaux utilisés. Je pense que cette journée-là, c'était vraiment une belle démonstration de cette pluridisciplinarité et transversalité, puisque on avait autour de la table des acteurs en santé comme Suzanne Déhoux, par exemple, qui était venue présenter, mais également des élus qui présentaient leur engagement sur les collectivités dans la rénovation du patrimoine bâti, et puis des professionnels de santé qui venaient aussi présenter leur formation, leurs compétences, ou parfois même se former et venir chercher des informations pour approfondir leur intervention dans ce cadre. Donc, c'était vraiment, je pense que ce sont sur des actions comme ça, sur lesquelles on va réussir à faire bouger tout le monde ensemble et à mobiliser tout le monde sur un même projet, qu'effectivement, on va pouvoir avancer un peu plus et lever peut-être des freins, que ce soit de financement ou de difficultés d'interconnaissance ou de sectorialisation des compétences. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces freins et l'expérience de difficultés éventuellement? Moi, je veux bien. Ah. Oui, allez-y, elle fait, puis après juste intervenir par rapport à cette question de frein. Je pense que c'est très important de travailler en réseau et des fois le frein c'est tout simplement qu'on ne se connaît pas ou qu'on ne sait pas ce qui se fait, ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est valable pour le domaine de la santé, mais d'autres domaines aussi. Et c'est là que des journées comme aujourd'hui, où le rôle de la FRAPS, par exemple, est très important, de mettre en lien les différents acteurs. Et ça a été dit un petit peu en introduction. Je pense que ça a été beaucoup débattu ce matin. Moi, je n'ai pas assisté aux conférences de la matinée, mais de parler le même langage. Voilà, je dirais que ça pourrait être un des freins. Parce que des fois, même si on ne parle pas tout à fait le même langage, en fait, ce qu'on veut, c'est le même objectif. Nous, par exemple, on est plus, on va dire, étiqueté dans le domaine de l'environnement, mais l'éducation à l'environnement au sens large, c'est aussi pour prendre soin de l'humain et donc en lien avec la santé. Ok, merci. Monsieur Bocquet, vous vouliez réagir avec le micro. Je vais passer vite. Ouais. Oui, en fin de compte, je crois que c'est un problème essentiel, hein, c'est la communication.
et comprendre aussi les difficultés de l'autre pour pouvoir mieux communiquer en fin de compte, hein, pour simplifier vraiment l'ensemble. Mais c'est là que c'est essentiel. C'est pour ça que vous disiez au début que ce matin, on parlait de casser des barrières, d'approche partenariat, tout ça. Cette volonté-là, effectivement, elle est présente pour tout le monde. Ou comme Diane, à propos de la transversalité, c'est quelque chose qui sont des choses qui sont mises en place, qui se font tout ça, mais parfois on n'avance pas non plus chacun les uns les autres au même rythme. Alors je ne parle pas d'aller plus vite ou moins vite, etc. Je parle vraiment juste que les rythmes sont aussi différents, la communication est différente, et du coup, effectivement, il y a un moment donné où il y a des endroits où on ne va peut-être pas être assez pour travailler correctement ensemble ou ne pas intervenir au bon moment. Voilà, ça c'est pour rejoindre, hein, ça. Et c'est l'axe difficile, unique qu'il y a entre chacun, hein, on suppose. Nous, on le vit aussi à travers, je vais rappeler, c'est un gros mot, mais la ligne budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tout le monde répond à des lignes budgétaires. Et en fin de compte, cette ligne, elle nous fait parfois oublier qu'il faut résoudre aussi nos problèmes de communication, nos soucis pour répondre chacun aux choses communes, en fin de compte. Mais, et voilà, bon, c'est un problème avec beaucoup de discussions. La crise, la question du lien. Mais voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose sur cette question-là? Oui, Anne, peut-être, oui, rapidement. Et puis après, du coup, on va passer la main pour les questions. Oui, juste, je pense qu'il y a deux choses qui nous unissent, en fait, quelles que soient nos compétences. Il y a effectivement notre projet santé et environnement, notre investissement sur ce sujet-là, mais aussi au cœur de tout, l'usager, en fait, le souci qu'on a de l'usager qui est finalement au cœur du projet. Donc, je pense que quand on repart de ça, déjà, on peut réussir à tous parler à peu près le même langage ou en tout cas avoir un même objectif. Ok, merci à tous. Du coup, Chloé... Peut-être Myriam, vous avez il y avait... Pardon, j'ai pas vu. Vous souhaitez rajouter, avant qu'on passe au temps d'échange et de questions, un petit quelque chose? Je vous laisse la parole. Oui, merci. C'était juste pour rebondir sur le fait que les acteurs demandent à être en réseau, avoir du lien entre eux. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on constate avec nos homologues de l'ARS et du Conseil régional. Donc, dans la région, il y a effectivement besoin de structurer un réseau en santé-environnement. Je pense qu'il y a certains acteurs qui se connaissent, d'autres pas. Mais effectivement, il y a du travail à faire là-dessus. Et je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est qu'on voit avec le diagnostic régional santé-environnement qui avait été effectué en amont du PRSE 3, donc pour déterminer les axes de travail du PRSE 3, qu'il y a des territoires qui ne sont pas forcément couverts du coup. Et du coup, il y a un besoin d'avoir des acteurs dans ces territoires où finalement, il y a un cumul de plusieurs facteurs environnementaux et d'inégalités de santé. Et je pense que ça serait intéressant qu'il y ait des acteurs qui investissent ces zones où il y a très peu d'associations. Voilà. Parce qu'on peut remarquer quand même que globalement, il y a pas mal. Je prends l'exemple de l'Indre et du Cher. Il y a peu d'acteurs en santé-environnement qui travaillent dans ces départements. Ou par exemple, en Indre-et-Loire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Tours, mais à l'extérieur de Tours, beaucoup moins. Donc, il y a on a besoin d'associations et d'autres acteurs qui investissent ces zones où il y a peu d'action. Merci. Merci. Chloé, tu veux peut-être passer aux questions?
mon micro, je me disais, et puis d'ailleurs il y a eu un loupé, j'ai écrit à tous les participants plutôt qu'aux conférenciers de faire le lien par rapport à ce que Myriam Idrissi disait avec les CLS qui du coup, c'est l'un de leurs objectifs, hein, du coup les contrats locaux de santé, de réduire les inégalités sur des territoires plutôt ruraux. Si Anne voulait compléter, parce que du coup on a plutôt parlé du parc régional de la Brenne et des actions, mais aussi des missions finalement qu'ont les coordinatrices et les animatrices de CLS, si vous voulez dire un petit mot là-dessus. Oui, en fait, l'action des contrats locaux de santé, c'est justement de construire avec les acteurs des territoires des dynamiques pour répondre aux besoins des usagers. Donc, en faisant avec les spécificités du territoire. Donc, on est complètement inscrit à la fois dans la démarche d'action participative et transversale, puisque on peut aller chercher finalement autant d'acteurs et de partenaires qu'on ne peut en avoir besoin. Donc, c'est toute l'utilité, je pense, des contrats locaux de santé sur cet engagement-là. Mais aussi, c'est aussi comment dire, de réussir à porter cette dynamique des territoires et donc de valoriser et faire connaître. Voilà, quand j'entends que sur l'Indre, finalement, il y a assez peu d'acteurs présents, je pense qu'effectivement, c'est peut-être très inégal sur le territoire parce que ce n'est pas du tout le ressenti, en l'occurrence, sur le parc de la Brenne, puisque on a cette dynamique territoriale, en fait, qui est portée à cette échelle-là, avec tout un ensemble de compétences croisées et d'acteurs, qu'ils soient associatifs, avec le soutien du CPIE, etc. Mais la difficulté est de lire ces actions-là, et ça, c'est pas toujours le cas, et en fait, on en a une perception assez infime. C'était un des intervenants, je crois, ce matin, qui présentait l'iceberg des répercussions sur la santé. On a un peu cet iceberg aussi pour les actions, c'est-à-dire qu'on n'en voit qu'une infime partie, et il y a toute une partie des actions qui sont menées qui ne sont pas forcément visibles pour tous les acteurs. Et je pense qu'un des rôles des contrats locaux de santé, c'est aussi de rendre visibles et accessibles toutes ces actions en promotion de la santé. Merci Anne pour ce complément et pour revenir sur les CLS. Donc ça va être l'heure pour, on va dire, 15 petites minutes. Je vais vous donner la parole, Myriam Idrissi, mais avant, je vais lancer donc, les questions-réponses. Comme ça, en attendant, les participants pourront poser leurs questions. Donc, soit questions par rapport à cette thématique, hein, cette question qu'on avait sur le webinaire, comment finalement agir pour la santé environnement, ou des questions plus spécifiques à diriger vers des intervenants, puisque là, on a la chance d'avoir un panel d'intervenants très divers et riche. Donc, à vos claviers pour poser vos questions et les poser ensuite. Et je vais donner donc la parole à Myriam Idrissi qui levait la main pour la prendre. Merci de m'avoir redonné la main. Du coup, je voulais juste intervenir aussi pour dire que dans le cadre du PNSE 4, il y a un des axes qui s'appelle « Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires ». Et donc, il y a un portail qui a été réalisé par le CEREMA, où l'objectif est d'échanger les initiatives locales. Donc, c'est un site internet qui est à destination des collectivités, mais l'objectif, c'est de partager les initiatives et les actions, les projets en cours. Donc, c'est un appel aussi pour que vous puissiez dire aux collectivités qu'elles partagent éventuellement ce que vous faites sur ce site internet. Parce que je pense que c'est intéressant, et il y a une cartographie du coup des acteurs dans les régions. Donc on peut le voir par exemple pour la région Centre-Val de Loire. Alors il n'y a pas beaucoup de projets qui sont recensés pour l'instant, c'est assez récent, le site internet est récent, mais voilà, je voulais faire la publicité de façon à ce que ça puisse être utilisé et servir de portail d'échange. C'était important peut-être en effet de le rajouter, puisqu'on a parlé des outils en introduction, et c'est un outil intéressant de communication pour le coup. Là.
Et pour compléter, hein, mais Emmanuel pourra également compléter, ça fera aussi partie des axes stratégiques de la FRAPS que de pouvoir, en tant que fédération, être ressources et de pouvoir se rencontrer, tant les acteurs du champ de la santé ou de l'environnement. On a travaillé depuis le début de cette journée à justement les représentations et le cloisonnement qu'il pouvait y avoir entre les acteurs de la santé et de l'environnement, que finalement on était tous des acteurs de la promotion de la santé et qu'on agissait tous pour la santé humaine, animale, et si on reprend un peu la notion de One Health. Mais donc ça fera aussi partie de nos prochaines missions que de travailler cela. Si Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est très rapide, parce que le champ qui est ouvert est important. Je pense que ce qui se dit là, c'est la mobilisation des acteurs qui sont autour de cette table et qui est très importante. Je pense qu'il y a deux niveaux ensuite entre ces acteurs que nous sommes et qui nous sommes impliqués dans le sujet. Il y a l'importance à concerter et à impliquer, s'il le souhaite, le citoyen, parce que la mobilisation citoyenne est un sujet, et la participation citoyenne est un sujet majeur que plusieurs d'entre vous côtoyez au quotidien dans votre exercice professionnel d'une certaine façon. Et ça, c'est un enjeu. Et l'exemple de la concertation citoyenne qui a eu lieu en France sur le sujet du réchauffement climatique de façon générale est un très bel exemple de ce qui peut être fait pour essayer de faire participer, d'impliquer et de se nourrir de ce que les usagers, les personnes, les citoyens peuvent imaginer, penser, parce que c'est, comme l'avait dit tout à l'heure Anne Ruffet, notre objectif, et c'est bien cette population dont nous sommes partie prenante aussi, mais c'est de pouvoir remettre les citoyens et la population au cœur des préoccupations. Le deuxième point, si je fais ça, c'est le micro, mais si je fais le macro, il y a la question des politiques publiques. Et que ce soit en santé, je connais mieux la santé que l'environnement, mais Myriam Idrissi pourrait certainement reprendre, nous avons un fonctionnement très en silo. Et nous avons une vraie difficulté globalement en France sur toutes les politiques publiques à avoir des politiques transversales. La question du parcours de santé dans le champ des politiques de santé, la question de l'exposome peut-être dans le champ de l'environnement, reste des problématiques de savoir comment est-ce qu'on peut construire des politiques publiques qui soient des politiques publiques transversales. Et ça reste une difficulté majeure qui dépasse peut-être un petit peu le cadre de notre discussion là tout de suite, mais qui contraignent en même temps les acteurs dans leur action. Et ça, c'est difficile. Merci Emmanuel pour ce complément. On va passer, pour quand même avoir le temps de traiter quelques questions, aux questions donc, que les participants se posent. Alors, si je prends dans l'ordre, nous avons donc une question de Fabienne Tardivo qui se demande donc, comment obtenir des moyens pour porter un projet santé-environnement, une méthodologie, des politiques, bon ça fait écho avec ce que vous disiez, des politiques qui en dépendent, difficile d'avoir de la lisibilité dans ce domaine frontière de différentes disciplines. Donc on parle de la transversalité. En même temps que j'ai eu la question, je vois que la réponse a plus ou moins été donnée, à moins que quelqu'un veuille compléter. Non. Autre question, quel pouvoir d'action pour accorder du temps de travail commun entre les acteurs santé et les acteurs environnement? Alors, si quelqu'un veut prendre, voilà, je lis les questions sans filtre. Alors, des fois, les réponses, je me rends compte qu'elles ont été données, mais n'hésitez pas à prendre la parole pour y répondre. Là, c'est peut-être des leviers ou... Est-ce que tu peux reprendre la question? Parce que je ne suis pas sûre de l'avoir tout à fait saisie. Oui, quel pouvoir d'action pour accorder du temps de travail? Donc, on est sur la question des ressources et des moyens communs entre les acteurs santé et les acteurs environnement. Alors, moi, j'ai peut-être quelques éléments de réponse. En fait, c'est plutôt un pas de côté, c'est-à-dire, je me rappelle l'époque où nous n'avions, dans le domaine de la santé,
pas de lien et très peu d'articulation, par exemple, avec les acteurs du domaine de l'activité physique et du sport. Et il a fallu d'une certaine façon qu'il y ait un ministère de la Santé et du Sport, porté par une ministre actuelle avec un tailleur souvent rose à l'époque, pour que finalement les acteurs se rencontrent. Et donc, je pense que ce que nous faisons aujourd'hui est un levier majeur, en fait, ce que vous avez dit, hein, sur à la fois une sorte d'acculturation réciproque, le fait de se connaître mieux, de pouvoir partager des mots que nous employons dans nos exercices professionnels, mais pas de la même façon, et que ça, c'est un prérequis nécessaire. Alors, parfois, ça peut être facilité par des politiques publiques qui facilitent cette rencontre. Et si ce n'est pas possible au travers des politiques publiques qui sont menées, donc je pense qu'il y a un rôle de l'Adréal, il y a un rôle de l'Agence régionale de santé, de ces services déconcentrés de l'État, entre guillemets, pour faciliter cette rencontre. Et puis, c'est le rôle des citoyens de pouvoir se rencontrer et de pouvoir se mettre aussi autour d'une table. Donc, c'est une alchimie qui n'est pas facile, hein. Et quand on a des incitatifs qui nous amènent qui nous facilite cette rencontre, c'est fort utile. Donc, d'où les politiques publiques, voire l'impact aussi et l'influence du Conseil régional sur le sujet. Merci pour ce parallèle avec la santé environnement, la santé et la santé et le sport. Je fatigue, fin de journée. Donc, dans les autres questions qui ont été posées, je crois qu'il y en a eu plusieurs. Alors, je ne sais pas si je les ai vues passer dans le chat. Et Anne-Laure, si tu veux prendre la parole, des questions qui étaient adressées à Antoine Bocquet, me semble-t-il. Je ne les vois plus d'affichées, donc si tu les as en tête, c'est que... Oui, alors j'ai une question. Oui, êtes-vous en relation avec des élus locaux ou régionaux pour faire connaître votre activité? Ouais, j'ai répondu. Donc, du coup, en fait, si vous voulez, là, automatiquement, hein, quelques élus, que ce soit à la région, que ce soit au département et que ce soit localement, donc comité de communes, quelques maires, sont au courant, hein, de par nos réseaux et personnels et investis sur place, si j'oserais dire, puisque c'est aussi l'axe de développement principal, mais on n'envisage qu'en début d'année, en fin de compte, de réunir tout le monde par le biais d'un moyen bien précis pour pouvoir mettre au courant tout le monde au même moment, parce que ça va exactement avec la même difficulté qu'on a abordée à la fin de nos échanges en termes de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'échange avec la région, quand j'échange, là je ne vais pas agir je ne vais pas utiliser de langue de bois. Quand on échange avec chacun des acteurs, aucun ne communique entre eux. Parce qu'il n'y a personne de dédié réellement. Où il y a des gens dédiés, mais qui n'ont pas les outils probablement pour communiquer correctement. Et donc, du coup, pour nous, entreprises privées, ça a un coût. Je vais parler de la même chose, mais ça a un coût de réunir tout le monde parce que c'est moi qui vais payer et on ne nous aide pas forcément en fin de compte. Donc, c'est quelque chose qui est prévu pour le début d'année, effectivement, mais on est encore surpris aujourd'hui que j'ai au moins 30 personnes, hein, 30-40 personnes en termes d'élus qui savent ce qu'on fait, mais qui ne sont pas organisés pour qu'on puisse échanger. Donc, ils ont un rôle important pour le développement du territoire. J'en fais plus la promotion aujourd'hui avec la BPI Investissement au niveau de l'Europe et de la France qu'avec notre propre région et notre propre département. C'est aussi de ma faute, hein, attention, hein, on est dans une période de développement un peu bouleversée. Donc, c'est normal, mais voilà, on a prévu pour le début d'année de trouver le moyen de réunir tout le monde d'un seul coup pour pas qu'on puisse effectivement avoir ce moment où on devra justifier du fait qu'un est au courant et pas l'autre, alors que ça concerne la région en termes d'économie circulaire. Et on a un moyen très puissant avec le roseau dans notre région d'apporter un dynamisme économique face à une difficulté qu'est le pays des 1000 étangs, parce que la pêche et la chasse sont deux structures qui ont des transformations économiques terribles, et on peut apporter beaucoup de choses, en fait, si vous voulez, et tout en respectant l'écologie environnementale, l'écologie sociétale et bien d'autres écologies, en fin de compte, bien d'autres écosystèmes.
Donc voilà, là je réponds de manière plus large parce que j'ai la parole, mais j'ai répondu, hein, donc du coup vite fait à la personne qui a posé la question de manière un peu plus, un peu plus conventionnelle. Alors, il y a d'autres questions pour vous, Monsieur Bocquet, Ouais, et j'en puis ai... Madame Idrissi également. Alors, je vais la lire telle quelle, hein. Quels critères alternatifs aux critères commerciaux seraient, selon vous, pertinents pour développer les produits biosourcés? Ouais, j'ai répondu aussi que c'est une très bonne question parce qu'en fin de compte, bon, bah ouais, on parle du commerce, on parle du coût, sauf qu'en fin de compte, on a abordé les deux thèmes importants qui sont la santé. Alors, le thème important, puisque l'écologie environnementale se retrouve dans la santé, si j'ai bien retenu la leçon, Christine, quand on a échangé. Mais, donc voilà, ce sont les deux critères essentiels parce que quand on utilise des charges de végétal depuis plus de 30 ans dans le plastique, par exemple. Personne ne le sait que les rétroviseurs sont effectués avec du végétal depuis plus de 30 ans. Et il y a beaucoup de choses comme ça différentes. Bon, voilà, je ne suis pas là pour vous raconter tout ce qui se passe dans le monde industriel de la plasturgie, mais on travaille par exemple avec la Fédération de la plasturgie qui vient tout juste de se transformer en regroupant tous les acteurs nationaux, parce qu'il y a un vrai rôle, donc non seulement de production, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, dans une économie circulaire, avec notre spécialité, mais aussi en apportant d'autres compétences avec d'autres intervenants, d'utiliser ce genre de produits et en étant autonome avec nos industries. On n'est pas obligé de passer un coup de fil en Chine pour fabriquer, en fait, ni en Allemagne, ni en Angleterre, en fait, hein, voilà, hein. Ça, c'est clair. Par contre, malheureusement, il y a des temps de réactivité qui sont plus importants, parfois à 500 km, enfin, à 1500 ou 2500 km, quoi. Et ça, c'est pas normal. Donc voilà, pour répondre, ce critère-là, c'est le critère environnemental axé sur la santé. Ce sont ces deux critères essentiels pour mettre en avant le biosourcé. Il n'y a pas que le roseau. Alors voilà, moi je vends le roseau, bien sûr, hein, c'est notre entreprise. Dans le département et dans la région, on doit être existant pour tout ce qui peut servir, hein, tout ce qu'on peut faire avec. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et non, les Bretons sont très très bons dans l'avancée technologique depuis avant Anne de Bretagne, et encore récemment, ils nous l'ont montré parce qu'eux, ils utilisent leurs ressources végétales, minérales surtout, puisque c'est les huîtres, les moules, mais enfin les huîtres essentiellement. Mais voilà, si réellement, au-delà de la ligne budgétaire, on pense à la santé, à l'environnement, on parlera de biosourcé de manière libre et non marketée. Parce qu'aujourd'hui, on est encore obligé de faire du marketing pour vendre du biosourcé, c'est pas normal. Voilà, c'est pas de langue de bois non plus. Alors, pour compléter la question, mais vous y avez déjà un petit peu répondu, quelle logique serait à encourager pour favoriser justement ces produits biosourcés par rapport aux produits pétro-sourcés? C'est la logique d'économie circulaire, en fait. Parce que si on va chercher des produits à très forte valeur ajoutée comme le pétrole, bon, c'est historique, on ne va pas le retirer. On aura toujours besoin de pétrole aussi. Il ne faut pas dire aux gens que ça va s'arrêter, parce que c'est faux. Mais par contre, il y a une logique d'économie circulaire dans le sens où on peut avoir énormément d'alternatives locales avec nos propres déchets végétaux et minéraux. C'est très, très vaste, c'est très, très vaste. Donc, enfin, voilà, le pétro sourcé, c'est parce que c'est pas cher et qu'il y en a beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'on l'achète très, très loin. Donc, la logique économique, elle va au-delà d'un produit qui est biologique. Il ne faut pas oublier que le pétrole est biologique. Donc, faut pas dire, faut pas mentir non plus aux gens en disant que le pétrole, c'est dangereux, c'est faux. C'est l'extraction et la transformation du pétrole qui est dangereux. Je vais vous prendre le roseau. Le roseau, j'en ai sur place. Entretenir les roselières, c'est favoriser la biodiversité environnementale, c'est donner des offres d'emploi, c'est créer de l'emploi, pardon, et c'est l'utiliser à travers tous les coproduits qu'on obtient à partir de notre technologie pour fabriquer des produits de consommation journaliers. Aujourd'hui, on fabrique des gobelets. Alors, je prends le gobelet parce que c'est le produit de référence commercial, mais on fabrique tout ce que vous voulez. Et on est capable, depuis la nuit des temps, de fabriquer des bâtiments avec du roseau dans les pays arabes. Mais nous, on a du roseau aussi, avec lesquels on fait des chaumes depuis très longtemps. Et on ne le met pas assez en avant. Et c'est vrai que le travail de région comme Anne, dans la région, enfin dans notre parc, peut participer. Bon, je parle de mon parc, mais il y a aussi le parc de la Brière qui fait un énorme travail sur le roseau depuis longtemps.
voilà, on a une ressource qu'on n'exploite pas parce qu'en fin de compte, il y a moins cher ailleurs, mais en fin de compte, la santé a un prix qui nous coûte bien plus que le produit qu'on peut fabriquer à partir des ressources qui sont peut-être plus chères au départ, mais bien moins chères pour la santé à la fin, quoi. Et ça, on n'en parle pas Merci. assez. Merci de faire le lien Ouais. avec la santé et avec la prévention. Et, Ouais. et ça renvoie à donc la démarche à laquelle Emmanuel faisait allusion au début, là, le travail qu'on a essayé d'impulser autour de l'empreinte santé des produits et des services pour inciter les entreprises justement à intégrer la santé dès la conception. Parce que souvent les produits sont conçus sans compétences santé, sans se questionner sur l'impact santé une fois qu'ils sont mis sur le marché. Et que, en effet, ça coûte probablement un peu au départ d'investir dans ce type de questionnement au niveau de l'entreprise, mais on évite des coûts derrière en matière de santé publique et de système de santé. On éviterait des coûts importants. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Chloé. Alors, je crois que Myriam Idrissi a levé la main et elle voulait prendre la parole tout à l'heure. Est-ce que c'est pour le cas, Myriam? Vous avez la main de lever, alors je ne sais pas si c'était pour tout à l'heure. Oui, alors en fait, c'était pour rebondir sur les... Alors, c'était il y a un petit moment, c'était par rapport aux missions santé-environnement. Je voulais quand même juste préciser que, bon, certes, il y a des moyens humains et financiers qui sont limités, mais à l'Agence régionale de santé, il y a un service santé-environnement. À l'Adréal, comme je l'ai dit en introduction, il y a, de par les missions qui nous sont attribuées, on exerce quand même, enfin, on travaille, on va dire, en santé environnement. Donc, c'est vrai qu'après, on a un certain temps qui est alloué et ça, c'est indéniable. Je ne vais pas dire le contraire, hein. Après, je pense qu'aussi, il faut qu'il y ait dans l'ensemble des projets actions santé environnement, dans l'ensemble des programmes d'action qui peuvent être mis en œuvre dans les territoires, je pense que c'est aussi important d'avoir un portage politique fort, parce que sans ça, en fait, voilà, on se rend compte que c'est limité. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Chloé, est-ce que c'est le temps de redonner une minute de parole, une toute petite minute de parole à chacun pour la phrase de conclusion? Il restait quelques petites questions pour Madame Idrissi. Excusez-moi, je prends le relais. C'est vous qui gérez le temps. Y a-t-il des domaines d'action en santé-environnement qui ne sont pas ou pas suffisamment développés en région centre? Ça, peut-être pour ce qui a découlé des priorités, en fait, peut-être du dernier PRSE. Oui, alors c'est pas évident de répondre à cette question dans la mesure où il y a beaucoup de thématiques en santé-environnement. Donc évidemment, le plan régional santé-environnement est focalisé sur certaines thématiques qui ont été priorisées par rapport aux enjeux de la région et aussi par rapport à ce qu'on devait effectuer, par rapport à ce qu'on devait décliner du plan national santé-environnement. Donc, il y a effectivement peut-être des thématiques qui sont moins développées que d'autres, mais c'est quand même ça couvre quand même pas mal de domaines. Je pensais peut-être à l'habitat ou au bruit, mais bon, enfin, je pourrais peut-être me pencher un peu plus sur la question et répondre plus tard à la personne qui a posé la question, si elle souhaite me recontacter après. Mais bon, je suppose qu'il va y avoir une évaluation du PRSE 3 en fin de parcours. Oui, en fait, on va faire un bilan du PRSE 3 l'année prochaine. Et ce que je disais également, c'est que là, on va commencer le diagnostic régional santé-environnement, enfin sa mise à jour. Il y en avait déjà un qui avait été effectué pour le PRSE 3 et on le met à jour avec l'Observatoire régional de santé. Et c'est un travail qui va commencer dans les prochaines semaines. Et donc, ça va permettre justement d'identifier les enjeux, les thématiques sur lesquelles on doit s'investir pour la définition du PRSE 4. Sachant qu'on devra prendre en compte aussi le plan national santé-environnement.
Merci Myriam pour ces informations. Alors, vous avez fait aussi la transition. Toutes les questions, hein, je suis désolée, on va devoir passer à la synthèse, parce qu'il est déjà 17 h et je sais que les personnes vont commencer à partir au fur et à mesure. Après, du coup, cette journée en plus en ligne, et donc la concentration diminue. Toutes les questions, du coup, on va les garder de noter et on les repartagera aux intervenants si elles ciblent des intervenants, ou alors on les intégrera à la synthèse qu'on fera à la fin de la journée. Donc, vous aurez réponse normalement aux questions pour lesquelles on n'a pas encore répondu. Donc, pas d'inquiétude. Et donc, Christine, je te laisse la parole pour que chacun intervenant puisse nous faire une petite synthèse à retenir pour clôturer de une la journée et la table ronde également. Merci Chloé. Donc, pour revenir au titre de la table ronde qui était « Comment agir pour la santé et l'environnement », j'ai demandé à chacun de réfléchir à une phrase, un point, le point qui semble le plus important à chacun d'entre vous à communiquer, voilà, à toutes les personnes qui participent et qui nous écoutent. L'élément fort qui, avec votre expérience, vous semble important de partager. Alors, du coup, Emmanuel, je te poserai la question à la fin, puisque l'idée, c'est que tu en profites après aussi pour faire la conclusion de la journée. Donc là, je m'adresse plutôt aux autres intervenants. Donc, qui a envie de partager en premier son message fort de synthèse? Moi, je veux bien. Merci. Donc, pour agir en promotion de la santé, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur et que déjà en faisant des petits pas, des petites actions, que ce n'est pas forcément compliqué. Et en tant qu'acteur dans la sensibilisation du public, voilà, tout petit pas est bon à prendre et que changer des comportements pour améliorer notre santé, ça peut être fait de manière facile, ludique, et qu'il ne faut pas vouloir tout révolutionner d'un coup. Merci. Quelqu'un, Myriam, Antoine, Muriel? Je vois que Muriel a levé la main. D'accord, pardon, je n'avais pas vu. Oui, je respecte les règles. Hein. Alors, en tant que CMUI, je le dis tous les jours, je rabâche, aérons nos intérieurs. Mais bon, là, je vais faire quelque chose qui est plus comme message adapté à la journée. C'est continuons à informer les acteurs de la PPS, nous tous, pour qu'on connaisse nos différentes actions et qu'elles soient plus connues et qu'elles se développent sur le territoire de la région centre auprès des pros et de la population. Merci. Myriam, Antoine, lequel ok, Antoine. Anne aussi. Hop, un coup de micro. Ouais, je vais faire plus court. Moi, j'ai marqué qu'on avait réellement tous intérêt à apprendre à communiquer. Bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que on veut les mêmes choses. Je pense qu'il y a un moment donné, alors j'ai 37 ans, je pense qu'aujourd'hui, on a compris qu'on a une mission dans les métiers qu'on remplit chacun les uns les autres et qu'on peut peut-être mettre nos égos un peu de côté. Alors, je parle de la partie égo qui prend le dessus dans le domaine de la présence, parce qu'on aura tous une partie d'égo qui sera partout où on travaille et partout où on vit. Et c'est bien comme ça. Mais je pense qu'il y a une partie de cet égo qu'on peut peut-être... alors, c'est pas conventionnel de dire ça, donc dire ça devant certaines personnes, enfin avec des gens qui font certaines professions et dont on a besoin, c'est difficile. Je le fais. C'est dur. Peut-être que dans 10 ans, ça sera plus cool. Mais c'est ça, en fait, qui fait qu'on pourra réellement faire des choses pour la santé et l'environnement. C'est, OK, il y a du technique, il y a de la science, il y a du bien-être, de la volonté. Il y a j'ai envie d'être cool le matin quand je me lève, quand je taffe et quand je rentre, pour être Jones. Mais voilà, c'est cette partie d'ego qu'il faut laisser de côté, cette ascension hiérarchique qui nous fait tous travailler aujourd'hui, qu'il faut mettre de côté pour penser réellement à la santé et à l'environnement, qui fait que tout le reste vient tout seul.
Je dis souvent aux gamins, ils veulent gagner beaucoup de pognon, les gosses, et je leur dis, hey, si tu prends du plaisir à travailler, tu gagneras de l'argent, par exemple. Mais voilà, mon mot fort, c'est vraiment ça. Pardon. Ok, merci. Anne, Myriam. Myriam, oui. ok. Oui. Moi, je voulais terminer sur 2 points. Donc, il y a un point que j'ai déjà abordé, mais donc, je pense qu'il y a un besoin de structurer plus le réseau d'acteurs en santé et environnement dans la région, de façon à ce que tout le territoire soit couvert avec des acteurs qui montent en compétences. Donc ça, c'est important. Et après, le deuxième point que je voulais souligner, c'est que, comme ça a été déjà abordé à plusieurs reprises, il y a la santé environnement, c'est transversal. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs à toucher, à sensibiliser. Et donc, qu'il faut penser à adapter le message en fonction des acteurs qui sont ciblés. On ne parlera pas de la même façon à des élus ou à des enseignants. Donc, il y a, le langage commun. il peut y avoir des langages qui sont... il faut penser à adapter le message en fonction du public ciblé. De la pédagogie. Voilà. Merci. Anne, du coup. Pardon, j'avais oublié d'activer mon micro. Moi, j'avais vraiment envie de noter le principe des actions croisées et pluridisciplinaires qui donnent à vivre en fait la transversalité en santé, une démarche participative aussi, au-delà du partenarial, mais aussi une démarche participative et concertée qui vise surtout à regrouper, et là je rejoins la question de l'humilité, à regrouper les compétences, chacun dans son champ d'action, que ce soit en santé, en environnement, en économie, en politique, et que sais-je, voilà, pour vraiment considérer l'ensemble de ces critères en amont de toutes les décisions et de tous les projets. C'est intéressant de voir que, on ne l'avait pas forcément anticipé, mais que finalement, à vous tous, en fait, vous avez évoqué des éléments autour du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, en fait. Et qu'il y a des éléments importants à savoir mobiliser pour travailler sur ces questions de santé-environnement. Emmanuel, du coup, petite phrase aussi, toi, de synthèse par rapport à la table ronde, et puis après, un mot de conclusion de cette journée. Alors ça va certainement être un petit peu redondant d'une certaine façon. Moi, il me semble que un des éléments clés qui est apparu de cette table ronde, alors je ne sais pas s'il faut faire ou pas la révolution, mais il faut certainement abattre les cloisons par contre. Et il y a derrière cette expression abattre les cloisons, je pense qu'il y a à mettre en cohérence les dynamiques des différents pouvoirs publics, des différentes collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'État, voire de l'État dans sa totalité. Donc la mise en dynamique cohérente est vraiment un enjeu important. Abattre les cloisons, c'est ce que vous avez dit, c'est se parler entre acteurs qui ne se connaissent pas forcément aujourd'hui, me semble-t-il. Et puis, y compris dans le champ, je dirais, universitaire et académique, abattre les cloisons, c'est faire de l'interdisciplinarité, parce que c'est le champ qui est celui de la santé et de l'environnement, c'est un champ à la fois très vaste et très complexe. On est dans le monde de la complexité, je dirais, au sens d'Edgar Morin, et il ne faut pas en avoir peur, au contraire, c'est passionnant et c'est une chance. Donc, si j'avais un mot à dire, abattre les cloisons. Merci. Du coup, Chloé, tu veux... Bon, Christine, du coup, tu n'as pas non plus fait de mots, et puis je prendrai la parole pour conclure. J'anime, donc moi je mets du lien. Et en effet, je pense que s'il y avait un mot à dire, pour moi, c'est l'importance du lien et du décloisonnement.
Merci Christine. Et finalement, la table ronde qui est arrivée à la fin de cette journée fait écho à tous les échanges qui ont été abordés tout au long de la journée. Cette volonté forte qu'ont les acteurs, alors j'aime pas dire soit de la santé, soit de l'environnement, parce que j'insiste sur le fait qu'on est tous des acteurs de la promotion de la santé, mais de travailler sur un langage commun, d'avoir des espaces pour se rencontrer, travailler ensemble. Il y a la question des moyens, des ressources, certes, mais avant peut-être de se rencontrer et de pouvoir échanger pour essayer de co-construire des choses ensemble et de pouvoir monter des actions, des projets pour la santé environnement. Donc, je ne serai pas plus longue, je vois qu'il est 17h10. Donc je vous remercie à tous et à tous en tant qu'intervenants là d'avoir été présents donc, pour cette table ronde qui était très riche et intéressante. Je vous remercie également en tant que participants d'avoir été nombreux tout au long de la journée à assister aux événements directs qu'on vous a proposés. Donc tout sera disponible sur la plateforme, donc vous pourrez reconsulter tout cela à loisir. Je remercie aussi bien sûr Anne-Laure Hirn, puis Adrien Polzac et Julie Timon qui doivent être déconnectés pour leur présence et leur soutien technique. Et puis ça a été une journée très riche et intéressante, sans souci tellement technique, puisque c'était aussi une première, ce format en ligne et en webinaire. Donc tout s'est bien déroulé. J'espère que ça a été aussi agréable pour vous derrière l'écran. Et puis on espère à très bientôt du coup pour travailler ensemble sur ces questions de la santé-environnement. Et en tout cas la FRAP, je pense, du coup travaillera encore plus ces missions et ces axes de la santé-environnement. Et donc on n'hésitera pas à vous accompagner sur ces projets. Et puis on a déjà, bien sûr, je le rappelle, tout un tas de ressources pour travailler sur ces questions sur notre portail documentaire et puis les ressources que vous retrouvez sur la plateforme. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci, au revoir. Merci, au revoir.